On va traiter tous ceux dont vous avez été très nombreux à parler ce matin, l'évaluation et le droit de suite. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Alors, comme vous le voyez, la configuration a un petit peu changé ce matin pour des problèmes logistiques. Donc, lorsque je vais interroger nos intervenants, je vais, hélas, faire quelque chose qui ne se fait pas. Vous tournez le dos. Je m'en excuse dès à présent. Voilà. Alors, l'évaluation reste largement méconnue, voire sous-utilisée dans notre pays. De plus, la confusion entre évaluation des politiques publiques d'une part, contrôle, audit, réforme de l'État d'autre part, provoque beaucoup de réticences auprès des services, des agents, des responsables politiques. En France, c'est vrai que la culture de l'évaluation publique n'est pas très développée, en tout cas elle ne l'était pas, et l'exercice donc suscite encore parfois quelques freins. Plusieurs questions se posent qui peuvent interroger cette évaluation des politiques publiques, et c'est ce que nous allons essayer de voir lors de cette table ronde. Je vous présente les invités qui sont juste derrière moi et qui vont échanger avec nous. Au centre, voilà, Marie-Claude Brié-Clément, vous êtes présidente du Césaire Grand Est. Voilà, excusez-moi, je vous tourne le dos. À vos côtés, Maude Fourier, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, élue référente au dialogue territorial et à l'évaluation des politiques publiques. Thierry Cadar, juste à côté de vous, madame, qui est questeur du Conseil économique et social et environnemental. Vous êtes particulièrement attentif à l'évaluation des politiques publiques et surtout aux indicateurs territorialisés. Et André Curmi, vous êtes un des 3 coprésidents du Conseil de développement du Grand Angoulême. Merci à tous les 4. Alors, la loi organique du 28 juin 2010 a attribué au CESE une compétence contributive en matière d'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental. Le Conseil doit éclairer les pouvoirs publics, en particulier sur les conséquences à long terme de leurs décisions. Nous allons nous pencher, si vous le voulez bien, avec vous, Thierry Cadar, sur le positionnement du CESE et quelle peut être sa plus-value dans ce rôle d'évaluation des politiques publiques par rapport aux autres institutions, aux instituts, aux organismes qui ont des moyens parfois plus importants. On a entendu ce matin France Stratégie, on parle de la Cour des comptes. Comment ça se passe? Alors, je touche à rien, ça va marcher? Oui, vous m'entendez? Très bien, parfait. C'est parfait. Approchez-le bien et c'est parfait. Oui, alors c'est difficile que si j'approche trop, je ne vous vois plus, mais bon, voilà. Donc, bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, donc, en tant que questeur du CESE, je suis très content de ce que cette réunion se tienne ici aujourd'hui. Et personnellement, je suis très sensible au titre qu'il y a dans les journées, c'est-à-dire rechercher ensemble, à travailler ensemble en coopération. Je veux dire que c'est vraiment cette idée de prolonger un peu les débats démocratiques que nous pouvons avoir au sein du CESE par des débats au sein du Césaire et dans les CODEV me paraît une excellente idée. Et je crois que d'ailleurs, sur les questionnements qu'on a autour de l'évaluation des politiques publiques, on peut aussi prolonger cette question-là. Alors, le CESE, donc, alors oui, je suis questeur, c'est bon, ça veut dire c'est plein de choses, mais je ne rentre pas dans le détail, mais c'est membre du bureau du CESE, entre autres, et dans ce cadre-là, je suis chargé d'une mission par le président du CESE, M. Baudet, qui interviendra tout à l'heure, sur justement l'évaluation des politiques publiques. Voilà, donc ce qui justifie ma présence là. Et donc, le CESE a une mission sur l'évaluation des politiques publiques qui lui est confiée par la loi depuis 2015. Mais je crois qu'il n'a pas attendu 2015 pour faire de l'évaluation des politiques publiques, un peu comme classique, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. De toute façon, le CESE fait de l'évaluation de politiques publiques tout le temps. Si vous regardez comment sont construits les avis du CESE, la façon dont ils sont construits de façon ordinaire, c'est vous avez une partie de rapport qui débouche ensuite sur des préconisations, et le rapport, très souvent, consiste à évaluer
évaluer des situations et dans les situations qu'on évalue, évidemment, les politiques publiques quand elles cherchent à répondre à certains sujets. Donc, d'une certaine façon, c'est dans l'ADN du CESE d'avoir à s'interroger sur les effets des politiques publiques sur les sujets qu'il doit traiter. Donc, vous l'avez rappelé, hein, économique, social, environnemental. Donc, ça fait quand même une palette assez large. Et puis, donc, essayer de les traiter de toute façon en convergence. C'est ça aussi peut-être quand même qu'il faut rappeler comme étant une des spécificités du CESE, mais qu'on retrouve dans les Césaires, et qui est, je crois, aujourd'hui la bonne façon de prendre les problèmes. Je pense qu'en face des défis que nous avons devant nous, tout le monde s'accorde, je crois, à penser que si on n'arrive pas à traiter, non pas en parallèle, mais ensemble, les sujets économiques, sociaux et environnementaux, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc on a ici au CESE, c'est ce qui fait un peu notre force, mais encore une fois, on le retrouve dans les Césaires, et je pense que dans les CODEV, on a aussi cette possibilité-là. On retrouve des acteurs de tous ces champs, et on trouve un endroit où on a l'habitude de travailler ensemble, et ça nous permet de développer une certaine capacité à développer. Alors, ce qui est la plus-value du CESE, me semble-t-il, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire la capacité délibérative. Pour illustrer cela, depuis que j'ai pris cette responsabilité, j'ai cherché à développer les partenariats que le CESE pouvait mettre en place avec d'autres organismes, vous l'avez dit, hein, qui ont plus souvent des capacités d'analyse, de recueil d'informations qui dépassent ceux du CESE. Comme la Cour des comptes, par exemple. Je vais les nommer, oui, comme la Cour des comptes, comme France Stratégie aussi, comme aussi le monde universitaire, hein, par exemple Sciences Po ou d'autres universités, comme aussi la Société française d'évaluation, que vous devez connaître, qui est en fait un organisme qui regroupe un petit peu tout le monde de l'évaluation des politiques publiques. Et ces partenariats n'ont pas été difficiles à mettre en place parce que du côté, je dirais, des acteurs peut-être un peu plus techniques, entre guillemets, de l'évaluation des politiques publiques, il y avait une attente véritable d'avoir un enrichissement de leurs travaux autour de notre capacité délibérative. Je vais développer l'exemple de la Cour des comptes parce que je pense qu'il est assez parlant, parce qu'il illustre bien aussi justement comment nous devons, dans notre façon de rentrer dans ces débats-là, bien prendre notre place et travailler, non pas à chercher à phagocyter le sujet, mais vraiment à travailler en coopération avec des acteurs qui, eux, sont déjà installés un peu sur ce domaine-là. Évidemment, on n'aurait pas la prétention au CESE d'aller, marcher entre guillemets, sur les plates-bandes de la Cour des comptes, puisqu'il y a quand même là une institution de la République qui a fait ses preuves dans un certain domaine. On n'a pas non plus la prétention, ça ce serait une erreur à ne pas commettre, d'aller leur dicter les sujets qu'ils devraient traiter, parce que cette institution de la Cour des comptes est assez jalouse de son indépendance, ça fait partie là aussi de son ADN. Mais par contre, à partir de nos travaux, être en capacité de s'apercevoir qu'il y a des éléments qui mériteraient d'être évalués avec le regard de la Cour des comptes et être capable de le dire et en quelque sorte dans un dialogue avec cette institution d'être capable de faire passer ce message-là, voilà un sens qui est intéressant à développer. Et un peu dans l'autre sens, les membres de la Cour des comptes sont souvent intéressés à pouvoir venir présenter leurs travaux devant le CESE et à les voir prospérer un petit peu leurs analyses au regard de ce que la société civile organisée peut mener comme débat là-dessus. Alors comment vous évaluez justement ces politiques publiques? À partir de quels critères? Est-ce qu'il y a des critères qui se sont ajoutés au fur et à mesure plutôt? Est-ce que ça a évolué? Alors le CESE finalement... la question des critères, elle est pour nous, on en est un peu des consommateurs d'une certaine façon. Hein. La façon dont nous travaillons, c'est évidemment d'aller chercher ce qui est produit dans la littérature sur un certain nombre de sujets, mais on s'aperçoit que dans une démarche délibérative, encore une fois, comme on a au CESE, et c'est un peu aussi ce qui fait notre force, nous avons au CESE des acteurs qui sont très souvent chargés soit de mettre en œuvre des politiques publiques
soit de les subir, soit même en quelques circonstances, et je pense au domaine social, d'en être aussi les instigateurs. Et donc du coup ce regard-là nous donne par les éléments qui nous viennent des organisations qui sont ici présentes, des informations que finalement on ne retrouve pas toujours dans la littérature par rapport aux évaluations qui sont proposées. Je pense que comme lieu de détermination de signaux faibles qui sont ensuite travaillés pour aller chercher des informations derrière, nous avons un rôle particulier que nous devons développer aussi. Alors si on prend pour exemple le rapport annuel sur l'état de la France, vous avez en 10 ans fait évoluer les critères, c'est le seul avis obligatoire que vous avez donné, et vous avez fait évoluer les critères en prenant en compte d'autres indicateurs, par exemple au-delà du PIB. Oui, alors le RAEF, c'est un rapport annuel donc, sur l'état de la France. C'est un élément important oui, à détailler un peu. Donc oui, comme vous l'avez dit, hein, c'est finalement le seul exercice obligatoire annuel que le CESE doit rendre. Il était pendant longtemps uniquement appuyé en éléments statistiques sur le PIB. Et avec toutes les limites hein, que l'on connaît bien aujourd'hui sur cet indicateur. Et donc, dans le cadre d'un travail commun avec France Stratégie et avec le gouvernement, on a déterminé un certain nombre d'indicateurs que nous reprenons tous les ans et qui sont au-delà du PIB. Bon. Mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que ce travail était figé dans le temps. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille sur les mêmes indicateurs et nous avons besoin de retravailler cette question-là. Il y a un groupe de travail en ce moment qui est là-dessus. Et peut-être pour aller rapidement, parce que je crois que ça c'est un sujet intéressant, ce dont nous mettons en avant, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter d'indicateurs quantitatifs, nous avons besoin de mettre en place des indicateurs qualitatifs pour déterminer un petit peu ce dont on parle beaucoup, hein, cet écart qu'il y a entre quelquefois le ressenti et ce qui est mesuré. Et je pense que dans ce travail que nous devons faire tous les ans, avec la profondeur de réflexion qu'on peut avoir dans cette maison, on peut essayer de travailler cet écart-là et essayer de mieux le comprendre, parce que je crois que c'est aujourd'hui quand même un des obstacles dans la mise en œuvre des politiques publiques qui est assez important. Alors comment cette évaluation, on pourrait passer encore beaucoup de temps sur les critères, sur comment on les affine, sur des exemples, mais comme je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer au nom de ces différentes institutions, comment est-ce que cette évaluation, vous trouvez qu'elle est perçue aujourd'hui par les exécutifs ? Est-ce que le retour... Alors, le retour, il est accepté et surtout est intégré, c'est-à-dire qu'il est non seulement lu, écouté, mais qu'on en tire. Alors j'étais enseignant dans une autre vie, je vais faire une réponse de prof, peut mieux faire. C'est-à-dire qu'il y a un exercice un peu rituel de prise en compte de nos avis qui est fait par le secrétariat général du gouvernement, qui c'est vrai a fait des progrès. Voilà, quand on est prof une fois, on est tout le temps, parce que les réponses sont beaucoup plus argumentées qu'elles ne l'étaient il y a quelque temps. Donc il y a un effort de redevabilité en effet, mais enfin il est clair que mais ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux. Je l'ai entendu ce matin hein, de la part des Césaires, des Codev. On a quand même une frustration assez générale à ne pas être entendu ou bien à être quelquefois entendu trop tard. C'est vrai que quand on regarde les choses... le calendrier dont on parlait ce matin, hein, de voilà. Ce fameux calendrier, d'être suffisamment d'accord en amont. Est-ce qu'il ne faut pas changer justement les cibles ? C'est-à-dire, oui, bien sûr, rendre l'avis aux acteurs, rendre les résultats de ces évaluations aux acteurs politiques, mais peut-être élargir pour plus d'audience, justement. À plus de, pardon. Est-ce qu'il ne faut pas élargir la cible, justement, pour plus d'audience et aller au-delà de rendre l'avis aux acteurs politiques? On est clairement en train de le faire. C'est-à-dire que le CESE était très ancré dans une relation institutionnelle avec sa mission, confiée par la Constitution, d'éclairer les pouvoirs publics sur un différent nombre de sujets. Mais on s'est bien aperçu que si on voulait être entendu aujourd'hui, il fallait aussi être capable de parler à différents acteurs et en particulier aux citoyens. Donc on fait un vrai effort peut-être de communication, aussi de dire les choses peut-être plus simplement. Et comme on a cette mission, on en parlait ce matin, donc aller rapidement, maintenant d'être un carrefour aussi de la participation citoyenne,
citoyenne, ça tombe bien, je pense que ça nous encourage aussi à nous ouvrir davantage. Est-ce qu'il ne faut pas aussi cibler les administrations, justement, au-delà des politiques, des acteurs politiques, sur le résultat de ces évaluations? Alors ça, c'était une expérience qu'on a été amené à vivre sur un avis que j'ai rendu en décembre dernier. On s'est trouvé avec un avis commandé par le gouvernement, mais enfin, là pour le coup c'est l'Assemblée nationale, mais en même temps il y avait un avis commandé par le gouvernement, alors que nous n'avions plus de gouvernement au moment où nous l'avons rendu. Enfin en tout cas il était parti en campagne. Et donc plutôt que d'aller, comme on fait d'habitude, rencontrer les ministres, et puis on s'est occupé, entre guillemets, en allant rencontrer les administrations centrales, et en allant présenter nos avis, on s'est aperçu qu'en fait, on avait là peut-être un passage beaucoup plus efficace, parce que directement concret, et directement avec une idée d'opérationnalité qui, elle, peut être proposée ensuite au gouvernement par la suite. Alors, on va, si vous le voulez bien, avancer un petit peu. En 2015, la loi NOTRe attribuait au Césaire, on va glisser vers les Césaires, la mission de contribuer à des évaluations et au suivi des politiques publiques régionales. 5 ans après le Césaire de France, les Césaires de France ont souhaité établir un premier bilan de la mise en œuvre de cette mission qui a été confiée au Césaire et réinterroger la pratique. L'animation de ce groupe de travail dédié a donc été confiée, a été confiée à vous, Marie-Claude Briet-Clément. Vous êtes présidente, je l'ai dit, du Césaire Grand Est. Donc, quel bilan vous avez tiré? Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. 5 ans après, on l'a dit. Et surtout, quelles leçons, qu'est-ce que vous en avez tiré sur les façons de faire, les façons d'évaluer les politiques publiques? Comme ça, c'est bon ou je dois appuyer sur quelque chose? Ah, c'est bon. Oui, merci. Alors, tout d'abord, présenter mes excuses à l'Assemblée, puisque si on n'est plus dans le même format que ce matin, c'est à cause de moi. Non, alors là, c'est pas d'excuses. Les bâtiments publics voilà, un problème d'accessibilité. Sont vraiment très, très faillibles en termes d'accessibilité sur un handicap temporaire. Heureusement pour moi, mais quand il est permanent, c'est un vrai souci. Voilà, donc pour revenir effectivement à votre question, 2015, nouvelle mission confiée au Césaire et l'association Césaire de France qui regroupe les présidents, des Césaires a souhaité se saisir de cette question pour se dire mais c'est quoi cette mission de contribution, puisque le texte de loi était vraiment très court. Et comme le disait Thierry Cadar, les Césaires, de par leurs avis et leurs préconisations, faisaient déjà à la fois de l'évaluation ex ante. Quand on rend un avis sur des orientations budgétaires, on est bien en amont. Et quand on est à juger une politique, enfin on va donner un avis sur une politique, je dirais sur un compte administratif ou sur, on est bien sur de l'ex post. Donc on était sur les deux niveaux, mais il nous a semblé important déjà d'avoir une acception et une définition commune de ce qu'était l'évaluation des politiques publiques, et nous avons fait la définition de la SFE. Comme je ne la sais pas par cœur, je vais vous la lire. Ça me semble important. L'évaluation, c'est produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur et aux décideurs d'en améliorer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et les impacts. Donc on voit bien que cette définition, elle marche sur deux pieds. Elle marche bien sur le rapport aux citoyens et sur le rapport aux décideurs, qui était tout le débat de ce matin. Au niveau des Césaires et de l'association Césaire de France, nous avons pris délibérément l'acception de l'évaluation des politiques publiques comme démarche démocratique, à finalité démocratique, et comme démarche de restauration de la confiance que nous avons évoquée ce matin, restauration de la confiance entre le politique et le citoyen. Sur ce premier temps, nous avions invité Régions de France, puisqu'il y a eu un livre blanc qui vient d'être remis, ça a été dit ce matin par Catherine, à la présidente Delga lors du dernier congrès des Régions de France, mais nous avions fait
un premier opus en quelque sorte en 2017. Oui, et vous avez souhaité y revenir. Et en fait, sur ce premier livre blanc, on invitait les Césaires invitaient les régions à développer et valoriser les travaux d'évaluation des politiques publiques, à promouvoir la démarche et ses résultats, je vais y revenir, à faire reconnaître, et ça c'est important pour l'ensemble des représentants de la société civile, le droit, parce que ça c'est cher à Dominique Valcke, le droit d'expérimentation et d'alerte des Césaires, et à lancer effectivement une campagne sur l'évaluation. 2021, nouvelle mandature des conseils régionaux, et il nous a semblé au niveau de Césaires de France important de nous arrêter, de regarder le chemin parcouru et en fait de réinterroger nos pratiques et d'ouvrir éventuellement de nouvelles pistes avec les nouveaux conseils régionaux. Alors déjà sur réinterroger, savoir où on en est, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion sur la façon de faire de chacun, à travers 2-3 exemples. Très vite. Alors oui. Effectivement, des manières de faire complètement différentes qui sont de toute façon toujours adaptées au territoire et aux acteurs en présence. Et le premier des acteurs en présence, puisque le commanditaire de l'évaluation, ce sont pour nous les conseils régionaux. Donc c'est vrai que le premier qui a la main, ce sont les conseils régionaux. Et là, bon, pour donner des exemples de cette vitalité de l'approche et de l'acculturation à l'évaluation des politiques publiques des Césaires, il y a eu effectivement plusieurs façons de faire. Il y a une façon de faire, par exemple, assez différente avec les conseils régionaux. Un certain nombre de conseils régionaux et de Césaires ont mis en place dans 6 régions sur les 23 des structures dédiées à l'évaluation des politiques publiques, que ce soit par exemple en Grand Est, un comité stratégique de l'évaluation. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est une commission de l'évaluation et de la redevabilité. Je pense que c'est intéressant. Ça renvoie aussi au débat de ce matin et au débat que vient de lever Thierry Cadar. Donc là, c'est très structuré. Et ça, c'est voilà. Une structuration. D'autres Césaires, enfin un Césaire, Centre-Val de Loire, a lui décidé de... La loi d'y contribuer, de faire de l'évaluation et de pratiquer l'évaluation. Donc il y a eu un premier travail d'acculturation des conseillers avec un cabinet sur une première expérimentation sur le décrochage des jeunes post-bac. Et puis ils se sont lancés à la demande du président Bonneau, donc président du conseil régional, sur une évaluation qui est plus au long cours sur la question de la réforme de l'apprentissage et notamment aujourd'hui sur la partie offre de formation, mais les choses vont continuer. Donc là, un Césaire qui, lui, s'est délibérément engagé dans l'évaluation. Certains Césaires qui ont fait des choses différentes, c'est-à-dire que, par exemple, ont contribué à des évaluations sur les grands schémas, alors pas trop sur le SRDE2I ou sur le SRADET, mais par contre sur le CPRDFOP. C'est vrai que sur la formation, c'est toujours quelque chose qui est quelquefois plus consensuel, enfin, où il y a plus d'avis, plus de parties prenantes prêtes à s'engager et à accepter le regard de l'autre sur sa pratique, parce que c'est tout ça aussi, hein, l'évaluation. Donc un certain nombre de Césaires ont fait des contributions dans le cadre du CPRDFOP. Et puis, est-ce qu'il y a des Césaires où c'est encore très balbutiant, l'évaluation des politiques publiques? Je vais vous répondre à ça, mais il y a une dernier exemple qui me semblait important, c'est le travail qu'a fait le Césaire Bretagne puisque dans l'ensemble des documents d'évaluation, tous les Césaires maintenant vous diront le rapport sur la situation en matière de développement durable, qui n'est pas un rapport obligatoire, c'est une démarche d'évaluation des politiques publiques des régions. Donc aujourd'hui, tous les Césaires considèrent que ça, c'est un outil d'évaluation et une démarche d'évaluation des politiques publiques de la région. Et le Césaire Bretagne a été un des Césaires qui était le plus, je parle sous le couvert du président plus en avance, en avance sur cette question-là. Et du coup, le Conseil régional a sollicité le Césaire pour travailler et proposer d'autres indicateurs alternatifs au PIB. On revient aussi en concordance avec ce que vient de dire Thierry Cadar. Et en fait, plutôt que d'apporter une réponse,
Le César s'est vraiment mis dans la question de la délibération évaluative et du questionnement évaluatif en renvoyant non pas une réponse, mais des questionnements sur les questions des finalités, des objectifs, de la réalisation, des moyens, des effets attendus, des effets produits et de la gouvernance, donc sur un certain nombre de questions. Et je pense que, je tenais quand même à donner cet exemple-là. Oui, ça donne une palette de la façon de concevoir l'évaluation. Voilà, une palette très importante, très diverse. Et maintenant, vous me demandiez s'il y avait des Césaires qui n'étaient pas encore engagés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire 5 ans après, c'est que tous les Césaires sont engagés avec une plus ou moins avancée, des façons de faire différentes, mais en tout cas, il n'y a plus un seul Césaire qui ne considère pas que l'évaluation des politiques publiques n'est pas au cœur de ses missions. Et ce que ça a produit, c'est que l'ensemble de nos avis aujourd'hui sont traversés par les questionnements évaluatifs qui sont renvoyés au Conseil régional. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le bien, pas bien ou l'intérêt, mais bien à réinterroger à la fois les fondamentaux des conseils régionaux, à réinterroger les étapes des politiques publiques et à recentrer effectivement l'action et la fonction de conseil et d'éclairage sur une dimension évaluative, mais toujours dans cet esprit que l'évaluation, elle a une finalité démocratique et pas une finalité technocratique. Alors, autre question, est-ce que vous avez vu, à travers cette étude, 5 ans après, la différence là aussi sur l'acceptation de cette évaluation de la part des acteurs publics? Alors, je parlerai plus d'acceptabilité que d'acceptation, parce qu'on est bien dans un processus. Le rôle d'un élu, c'est effectivement de promouvoir sa politique, de la mettre en œuvre, son projet, de le mettre en œuvre et en poste d'auto-justifier le bienfait de sa politique. C'est vrai que nous amenons un caillou là dans la chaussure par rapport à cette question-là. Néanmoins, aujourd'hui, les conseils régionaux sont aussi, puisque nous c'est notre interlocuteur premier, sont aussi directement intéressés. Ce deuxième tome de l'évaluation des politiques publiques, nous l'avons fait aussi en réponse, je vous ai dit, bon, nouveau conseil régional, mais j'ai à dessein omis une étape qui était qu'effectivement, l'association des régions de France a interrogé toutes les régions pour savoir où ils en étaient dans les relations avec les Césaires sur cette question de l'évaluation. Donc, dans ce travail, nous avons réinterrogé effectivement le vice-président en charge, Monsieur Perrin, qui est donc en charge des finances et de l'évaluation des politiques publiques à l'Association des régions de France. Et il y a effectivement une avancée. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet. L'ensemble des conseils régionaux, là aussi, avec les sensibilités, une manière différente, etc., d'avancer, mais l'ensemble des conseils régionaux ont compris et sont convaincus que la question de l'évaluation, elle est aussi un incontournable alors à la fois dans l'amélioration continue de leur politique, mais aussi aujourd'hui où face aux choix cruciaux qui sont faits au regard des transformations qui sont devant nous, la nécessité de se reposer des questions en amont sur l'évaluation d'impact. Je dois dire que nous, au niveau des Césaires, le travail qu'avait fait le CESE sur l'évaluation d'impact nous a servi. Et à la fois, effectivement, sur les manières, la nécessité et les manières de faire pour réajuster les choses. Alors, justement, est-ce qu'il y a, suite à au fait que vous êtes repenché donc, sur le sujet, est-ce que vous avez trouvé des pistes d'amélioration, des messages à faire passer peut-être? Vous évoquiez tout à l'heure cette dichotomie entre l'expertise technique et la démarche démocratique. Est-ce que ça fait partie des messages à faire passer? Oui, parce qu'effectivement, sur les 5 ans, et quand on regarde l'évolution,
on est plutôt vers une évolution technocratique. D'ailleurs, ça nous a un peu posé question dans l'ensemble des conseillers régionaux, des conseils régionaux. Le vice-président en charge de l'évaluation est souvent en même temps en charge des finances. Donc il y a une manière, là pour le coup très technique, d'associer finances et évaluation, donc la dimension technocratique en quelque sorte. Et alors que l'évaluation, c'est quand même bien autre chose. Ce matin, vous avez... Alors, pour revenir sur des pistes très concrètes de ce dernier livre blanc, il est là, il est sur le site de Césaire de France, donc vous avez toute l'attitude d'aller le lire. C'est une note assez courte, mais qui reprend l'ensemble, un tableau synoptique avec tout ce que font tous les Césaires. Donc, ça permet effectivement d'avoir un bon regard. Et justement, pour renforcer cette approche démocratique de l'évaluation, il nous semble important, et c'est une des préconisations fortes, de renforcer l'intégration stratégique de l'évaluation, notamment dans sa communication et dans sa diffusion. Parce que si les conseils régionaux, globalement, s'engagent dans ces démarches d'évaluation, il reste très timoré, et le mot est faible, dans la communication et la diffusion, c'est-à-dire la dernière marche qui est la marche de la redevabilité et de la manière de rendre compte aux citoyens. Là, on voit bien qu'on fait un pas en avant, 3 pas de côté et 4 pas en arrière. Est-ce que justement la présence des CODEF pourrait faire qu'il y ait un rôle à jouer? Alors, donc, renforcer ça, une acculturation, la nécessité effectivement d'une formation continue. C'était dans le rapport de France Stratégie de ce matin, je pense que tout est bien lié sur la journée, la nécessité d'une formation continue à l'évaluation des politiques publiques, à la fois des élus, des membres des Césaires, des CODEV et des salariés et des services, parce que ça me semblait important. Nous plaidons aussi pour la mutualisation d'outils, parce que on voit bien, les méthodologies ont permis effectivement une diversité et une richesse, et je crois que cette richesse, il faut qu'on puisse la partager pour retrouver. Et enfin, nous plaidons dans le cadre de ce dernier livre blanc, et je vais arriver au CODEV, pour la création de communautés régionales de l'évaluation des politiques publiques dans l'ensemble des régions. Et là, je pense qu'effectivement, la place des CODEV, elle est très importante. Mon complice Dominique, je lui ai dit, notre colloque de 2023, c'est le lancement de cette communauté en Grand Est. Donc, je fais un appel au Grand Est, là, puisqu'il est bien représenté. Là aussi, sur les CODEV, on n'est pas en génération spontanée, on n'invente pas la poudre, comme c'est des choses, et ça a été dit ce matin, qui existent déjà, qui existaient par ailleurs. Il a été fait état ce matin des nouvelles formes d'expression citoyenne, qui était le livre blanc de l'accord, Césaire Grand Est et coordination des conseils de développement du Grand Est. Vous avez évoqué 10 fiches. Alors, il y avait la fiche 9 qui était l'importance de l'évaluation et d'une culture commune de l'évaluation. Et la fiche 10, c'était le droit à l'expérimentation. Donc, ces deux-là, il faut qu'on les remette et je terminerai là-dessus, en 2019, dans le cadre du grand débat, la participation et la contribution du Césaire Grand Est proposait la mise en place d'une chambre régionale d'écho de la parole citoyenne qui soit une expérimentation avec un trépied qui était des élus, des membres du Césaire, de Césaire et des membres du CODEV pour pouvoir, effectivement, on l'a dit ce matin, organiser la parole citoyenne et organiser la délibération. Ce trépied démocratique, il est indispensable parce que nous pouvons construire toutes les méthodes et s'appuyer sur toutes les valeurs partagées si nous n'avons pas une prise en compte de la redevabilité des élus. On va glisser justement ce sujet-là avec Maude Fournier, qui est en charge de l'évaluation des politiques publiques. On
on est sur cette obligation des élus de rendre compte. Vous avez porté cette délégation dialogue territorial et évaluation des politiques publiques en 2017. Lors de la fusion, justement, vous avez travaillé en étroite collaboration avec le Conseil de développement et vous avez été garante que la participation de tous, des citoyens, soit assurée. Parlez-moi, peut-être on va évoquer d'abord la charte de la participation citoyenne qui a été dès le début dans votre projet. Oui, en fait, en refaisant l'histoire avec vous lors de cette préparation, on est remonté jusqu'à 2014 finalement. Donc là, j'étais pas vice-présidente, j'étais simple conseillère communautaire, mais je participais à un groupe de travail initié par le Conseil de développement qui était finalement le premier droit de suite que donnait l'agglomération à une contribution du CODEV qui était le renouvellement démocratique aux actes citoyens et citoyennes. Le président de l'époque avait souhaité donner suite à cette contribution pour écrire ensemble, et quand je dis ensemble, c'est les élus, le Conseil de développement, et les techniciens, dont on a beaucoup parlé depuis ce matin et qui sont une pierre extrêmement importante dans l'évaluation des politiques publiques, la formation, enfin tout ça. C'est pour ça qu'on peut faire mieux, parce que moi-même, fonctionnaire territorial, je sais combien c'est absent des plans de formation, l'évaluation des politiques publiques. Et donc, en 2014, chemin se faisant, on est amené en 2016 à adopter la charte de la participation citoyenne, dans laquelle on a pris les enjeux de chacun. Donc il y avait un enjeu politique, évidemment, la redevabilité. Il y avait un enjeu social, de cohésion sociale, donc le vivre ensemble de nos habitants, de nos acteurs sur le territoire. Et puis l'enjeu côté technicien qui était ce qu'on leur demande, c'est-à-dire l'efficacité de l'action publique au travers de la mise en œuvre sur le terrain. Donc ces trois enjeux, on en a échangé et les élus se sont engagés autour de 3 engagements. Celui de prendre en compte tout de suite la participation citoyenne lorsqu'on lance un projet, mais alors après, en définissant, comme on disait ce matin, les règles du jeu. C'est-à-dire, quel est le niveau de la participation qu'on souhaite ou qu'on peut initier dans un projet, parce qu'il y a plus ou moins de latitude dans la participation citoyenne en fonction du projet dans lequel on se lance, ou bien on est obligé de se lancer par la loi. Le côté implication toujours plus des citoyens au travers de la prise en compte de l'initiative citoyenne. Et puis le 3e engagement sur lequel du coup on va avoir l'occasion d'échanger, c'est le fameux droit de suite, à savoir que ça ne s'arrête pas cette participation au moment du rendu de l'avis du Conseil de développement en Conseil communautaire. Alors l'agglomération du Grand Angoulême et le Conseil de développement ont signé un protocole de coopération, c'est en mars 2021, c'est tout récent, un protocole qui est un outil avec un certain nombre d'engagements. Je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, parce qu'il aborde justement la question du droit de suite et des travaux. Oui, alors réadopté en 2021 suite à la modification de la composition du Conseil de développement, et puis aussi parce qu'on intégrait le volet pacte de gouvernance, puisque dans le pacte de gouvernance est bien écrit le rôle extrêmement essentiel du dialogue de proximité au travers notamment du Conseil de développement. Donc dans ce protocole d'échange et de coopération, on définit comment on travaille ensemble, combien de fois on se réunit, qu'est-ce qu'on échange ensemble. Et dans ce protocole, il est question du droit de suite. On entendait ce matin, j'entendais le temps long. Alors le temps, il est long politiquement, alors que les citoyens, ils attendent qu'on agisse plus vite. Et en fait, on est tellement pris, excusez-moi l'expression, dans le jus, dans nos mandats qui sont finalement très courts, que c'est pas parce qu'on ne veut pas du droit de suite en tant qu'élu, parce qu'on en est conscient, c'est dans les urnes, après on le subit, on subit l'absence du droit de suite. C'est qu'on est pris par le temps, et donc il nous a semblé nécessaire d'institutionnaliser finalement au travers de ce protocole d'échange le droit de suite au sein de l'agglomération. Donc on y définit combien de fois on va pouvoir se rencontrer au sein d'un comité de suivi. Alors en France, on aime la comitologie, comme on dit, et là au sein de l'agglomération, il existe un comité de suivi qui 2 fois par an va dresser l'état des contributions du CODEV, que ce soit des contributions très récentes,
ou que ce soit des contributions plus lointaines, mais qui redeviennent par la force de l'actualité, d'actualité. Alors justement, les instances politiques ont-elles bien accepté, et les services, ce droit de suite? Est-ce qu'il y a eu une bonne compréhension de cette nécessité, justement, où il a fallu du temps pour mettre en place cette acceptation qui est moins qu'un contrôle, plus aussi une garantie de la confiance des citoyens par la suite? Oui. Alors, je serais tentée de dire oui, une belle acceptation, parce que la méthode utilisée en 2014 était celle des 3 voies. Et donc, le travailler ensemble a pris. Et au bout de 8 ans maintenant, j'en discutais avec une collègue tout à l'heure sur la pause déjeuner. Il faut la pédagogie, il faut répéter, monsieur le professeur. Et là, au bout de 8 ans, je pense qu'on peut se féliciter d'arriver à travailler ensemble et que chacun comprenne la position de l'autre, le temps de l'autre aussi, citoyen, le technicien et puis l'élu. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, justement, dans les services, il y a maintenant un suivi continu de ces contributions du CODEV. C'est rentré vraiment dans la pratique pour alimenter au fil de l'eau les politiques mises en place. Oui, on le voit concrètement, puisque le dernier comité de suivi, je regarde la directrice du conseil de développement de Grand Angoulême, était très, très riche dans sa production. Donc ça veut dire que les services prennent tout au long de la mise en œuvre d'un projet, prennent le pli, entre guillemets, et gardent à l'esprit qu'il va falloir rééchanger à plusieurs sur la mise en œuvre de leur action. C'est assez rare, non, qu'une collectivité est riche comme ça, une délégation pour permettre à un CODEV d'avoir un interlocuteur politique tout au long du mandat. Absolument, c'est rare, oui. Et en 2017, ça a été possible sur Grand Angoulême, oui. Et puisqu'on avait pu évoquer ensemble lors de la préparation de cette table ronde, c'était, et on l'a entendu tout à l'heure, durabilité. Pour moi, la durabilité politique aussi, du portage politique de cette délégation est importante. Nous, on a eu un changement de majorité, pour autant, je suis toujours en place. Donc ça montre que le travail des 8 dernières années a pris en collaboration avec le CODEV, a pris avec les citoyens et a pris au sein même du conseil communautaire. La pédagogie, elle est aussi auprès des collègues et élus pour qu'ils acceptent, pas seulement au moment du passage du bulletin de vote dans l'urne, mais tout au long du mandat, de revenir à la participation. André Curmi, je passe à vous. Vous êtes un des 3 coprésidents, je l'ai dit, du conseil de développement du Grand Angoulême. Le droit de suite, quel intérêt? Je commencerai par une affirmation, c'est-à-dire que le droit de suite m'apparaît être l'alpha et l'oméga de la mise en œuvre de la démocratie contributive, participative ou citoyenne, et un impératif catégorique. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas possible, du côté des exécutifs quels qu'ils soient, d'espérer mettre en œuvre de la participation si on n'a pas l'intention de prendre en compte, de quelque façon que ce soit, le fruit de cette consultation. Il ne m'apparaît pas pensable du côté des membres des CDD de s'engager dans la participation citoyenne si l'on ne peut espérer, d'une façon ou d'une autre, enrichir ou infléchir l'action publique. Ça, déjà, pour commencer. Donc, c'est le point de départ. Après, petit portrait de territoire pour voir dans quelles conditions ça peut être possible. Chez nous, c'est une agglo d'environ 150 000 habitants, à la louche, 38 communes. Le conseil de développement, dans sa formation théorique, c'est 130 volontaires à travers 3 collèges, c'est-à-dire moins de 1 pour 1000. Et c'est déjà pas mal. Si on ajoute à cela que, par exemple, il y a aussi 750 élus territoriaux avec lesquels on a un dialogue d'une façon ou d'une autre. Donc, ce qui est intéressant dans le droit de suite, c'est de le considérer non pas
comme un indicateur, comme un processus d'évaluation, comme devant reposer sur une mesure de taux, d'efficacité, de prise en compte, etc., mais de le prendre en compte et de le considérer comme un processus d'un bout à l'autre. Un processus dans une continuité d'action. Tout à l'heure, Maud a évoqué le fait qu'elle a démarré comme conseillère, puis ensuite vice-présidente. Ça veut dire qu'elle a parlé de 3 mandats, si je ne me trompe pas. Et elle est toujours, l'exécutif a changé de bord, mais elle est toujours sur ce continuum qui est celui, effectivement, d'accompagner la participation citoyenne. Et le Conseil de développement, c'est aussi sur cette continuité qu'il base effectivement son action et son exigence de droit de suite. Ça veut dire que vous ne préconisez pas de construire un certain nombre d'indicateurs de réglementation ou de mesures des taux d'avancement? Je ne pense pas que ça soit indispensable. Je ne pense pas que ça soit indispensable, mais je veux bien en débattre avec la salle, puisque de toute façon, j'ai senti ce matin que c'était vraiment quelque chose qui traversait toutes les interrogations. Pour ma part, j'aurais voulu aussi intervenir ou rebondir. J'espère que les choses font un peu écho. Pour développer un peu sur la question, je pense qu'il vaut mieux être dans des dispositions que dans des dispositifs. Des dispositions, Maud a commencé à le dessiner. Elle ne l'a pas nommé comme ça, mais moi je l'appellerais le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est faire en sorte qu'effectivement, si on veut peser d'une façon modeste ou plus importante sur l'action publique, on ne peut le faire sans la coopération des services administratifs, on ne peut le faire sans la volonté de dialogue des élus. Si on rompt d'un côté le dialogue, si on n'est pas dans la coopération, on ne peut pas espérer effectivement avoir de l'effectivité et on ne peut pas prétendre regarder régulièrement ce que produit la parole citoyenne sur l'action publique. Donc ça, c'est un peu un contexte général. Après, il y a des protocoles pour y parvenir. Maud les a évoqués. Voilà. Par exemple, vous, ils sont obligés de vous répondre, enfin le Conseil régional, et a une obligation de réponse dans un délai d'1 mois, je crois, lorsque vous l'interrogez, 1 mois ou 2 mois, 2 mois, voilà. 2 mois. Voilà, ça c'est une démarche qui est instituée, c'est une façon de travailler ensemble sur la durée. Vous ne lancez pas un travail sans avoir déjà examiné avec les élus et les services, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu sur des points très concrets. Exactement. Et ça, je crois que ça a été évoqué ce matin à travers plusieurs interventions. On co-construit et on discute quant aux objectifs des consultations, des saisines ou des autosaisines. Ce qui aboutit d'ailleurs parfois à s'interroger sur la façon dont la saisine est formulée et à renvoyer vers plus, je dirais, de co-construction ou à une reformulation qui peut être même parfois un peu fondamentale de la saisine. Vous savez tous que nous travaillons sur les questions de la transition climatique, énergétique, alimentaire, etc. Globalement, chez nous, ça se construit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Carte et Climat, qui vaut aussi Scott, qui vaut aussi PCAET. Ça fait quand même plus de 6 mois qu'on discute, qu'on négocie, qu'on co-construit la saisine qui tourne autour de cela. Ce droit de suite... Oui, pardon, allez-y. Et donc, on le fait avec les services, on le fait effectivement avec les élus, mais on le fait aussi dans un débat interne au Conseil de développement. C'est-à-dire jusqu'à où on va dans le phénomène de co-construction, jusqu'à où on se donne effectivement la possibilité de rester un peu à distance de la construction même de l'action publique qui va en découler. Sur le droit de suite, et ça a été aussi évoqué ce matin, il peut aussi y avoir des désillusions, des résultats
où on se dit, ben voilà, les préconisations que nous avons faites n'ont pas été suivies, n'ont pas été choisies. Est-ce que c'est pas grave, c'est important quand même, et c'est important à ce moment-là de comprendre pourquoi, pour la confiance aux citoyennes, justement. Alors, tout à l'heure, pendant une des interventions, j'entends des mots d'à côté de moi dire « mais on ne rejette jamais rien ». Et on ne rejette jamais rien. Et je confirme, il n'y a pas de rejet. Il y a toujours une réponse documentée. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a des choses qui passent par de la percolation. Il y a des choses qui passent par des changements progressifs à l'intérieur des services qui sont recyclés. Et puis, il y a des choses qui, sous un mandat, n'ont pas été prises en compte, mais sous le mandat suivant, peuvent l'être. Parce qu'en fait, finalement, notre action, elle enjambe les exécutifs. Ça, c'est important. On en parlait de cette histoire de date ce matin. Ça a été évoqué aussi sur la longueur des mandats et la corrélation entre les mandats des conseils régionaux et ceux des conseils de développement. Peut-être un mot pour finir qui me semble important, c'est est-ce que pour vous, ce droit de suite, c'est l'outil, l'évaluation des politiques publiques bien sûr, le droit de suite, c'est l'outil qui va permettre, enfin un des outils, mais un outil important, permettant de redonner confiance aux citoyens dans notre système. La question vaut pour vous quatre. S'il fallait graduer un peu, je dirais que les premiers qui ont charge de rétablir la confiance, ce sont ceux de la démocratie représentative. Je crois qu'il ne faut pas faire de promesses quand on ne peut pas les tenir. Ou alors il faut vraiment rendre compte du pourquoi on n'y aboutit pas. Mais on n'est pas loin derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des responsabilités en la matière, et elles sont, ça a été évoqué ce matin, parfaitement traduites à travers le thème et le terme de l'éducation populaire. Et je crois que c'est une de nos missions, effectivement, dans les conseils de développement. C'est-à-dire que dans les avis, dans les contributions que nous rendons, si nous n'allons pas vers, j'ai entendu ce matin, les inaudibles ou les invisibles, si nous n'allons pas à la rencontre d'eux, si nous ne nous confrontons pas à d'autres formes d'expression de la vie démocratique qui ne passent pas forcément par l'une de nos institutions, et si on ne fait pas gaffe à tous ces signaux-là, effectivement, on ne participe pas à la revitalisation de la vie démocratique. Un petit mot court chacun là-dessus, ça sera votre mot de la fin. Je vais me tourner ensuite vers vous pour recueillir quelques-unes de vos questions. Alors, deux choses. Rapidement. Non, très rapidement. Les Césaires aujourd'hui se posent la question de la même façon que ce qu'évoque mon voisin, de l'évaluabilité de nos préconisations. Je reviens sur la question conceptuelle et ça me semble important. Ne pas non plus faire des préconisations dont on sait qu'elles ne pourront pas être évaluables. C'est-à-dire, c'est quelle cible, dans quelle temporalité, pourquoi faire. Voilà, se reposer les questions de cette manière-là. L'autre aspect qui est évoqué là, à savoir aller vers avant nos avis, me semble indispensable. Et là aussi, c'est une transformation, une évolution ou une transformation de nos façons de faire au niveau des Césaires. Un travail de rapport, dans un premier temps, au-delà effectivement de se faire une culture sur le sujet, va aller plutôt sur des auditions d'experts. Ce qui fait qu'en fait, on a ce risque de l'entre-soi. Et de continuer ce décalage entre les politiques, la société civile organisée et le citoyen. Et là, on a effectivement un vrai gap. Ce matin, Marie-Claire Martel disait « on n'a plus le choix, il faut y aller ». Et je pense que c'est, là pour le coup, je déteste le mot d'injonction pour les Césaires, mais c'est une véritable injonction pour nous, société civile organisée, quelle que soit effectivement l'organisation qui est prise en compte, c'est de se poser de façon systématique la question des invisibles ou des inaudibles pour regarder quel est effectivement le bien fondé et les effets d'une politique. Merci.
Oui, juste revenir sur le terme de rejet, donc effectivement, j'y adhère pas vraiment. Tout simplement parce qu'en fait, les avis et les contributions du Conseil de développement sont adoptés en Conseil communautaire. Donc ensuite, on peut revenir, ce que je disais, sur des avis quelques années après, et on va donner suite. Donc effectivement, j'aime pas le terme de rejet. Pour autant, ce matin, il a été formulé quelque chose, la participation citoyenne déceptive. Je vais être transparente, il y en a forcément. On ne peut pas satisfaire tout le monde et on ne peut pas à un instant T... D'ailleurs, ça m'est arrivé en conseil communautaire de dire, effectivement, ce projet, vous l'avez amené au travers d'un avis, mais pour des raisons, et je suis désolée, mais c'est de plus en plus prégnant, pour des raisons financières, nous n'irons pas. Mais pour autant, on porte en même temps que vous la même ambition, on aimerait, mais on ne peut pas, on n'a pas les reins. Donc oui, il y a de la déception, forcément. Mais après, il faut continuer d'être pédagogue, de toujours expliquer pourquoi nous, on ne peut pas donner suite. Et je voudrais, si vous me le permettez, revenir sur les ODD. Je vous l'avais demandé au petit déjeuner, au déjeuner, pardon. Madame, vous êtes intervenue ce matin sur les ODD et la prise en compte des agendas 2030, de l'agenda 2030 dans les collectivités. Alors, il y a encore à faire. C'est vrai. Et pour Grand Angoulême, c'est un outil au service de l'évaluation pour nous, puisque nous avons intégré les ODD dans nos délibérations. Nous avons un cartouche. Et les services, là encore, ils ont été formés à ce que sont les ODD, à comment ils peuvent s'en imprégner plus sur le territoire, dans leur mise en œuvre de nos propres compétences. Et donc, ces cartouches nous permettent, au moment de la rédaction du rapport du développement durable, au moment des orientations budgétaires, de présenter ce rapport de façon différente sous le prisme des ODD. Donc on y vient, c'est pris en compte dans des collectivités, mais je vous l'accorde, c'est pas encore suffisant, mais ça nous permet, alors c'est pas un mais d'ailleurs, cet instant qui est celui des orientations budgétaires, lorsqu'on présente un rapport développement durable où on évoque des ODD, on se doit de mettre les deux en regard et de voir si les décisions qu'on va prendre budgétairement dans les 2 mois qui suivent ces orientations budgétaires seront bien d'équerre avec notre avancée en matière d'ODD ou pas. Très rapidement, vous vouliez réagir ? Très brièvement, si j'ai omis quelque chose de vraiment important, il faut des pivots à notre service ou à notre disposition. Et ça me permet de saluer ici, ce matin, William Jacquiard a été salué par Dominique Valk comme un des pères fondateurs de la coordination nationale. Et moi, je veux saluer la directrice qu'on a eue pendant 10 ans au Conseil de développement de Grand Angoulême, qui s'appelle Isabelle Moreau, qui va très bien, qui a pris d'autres fonctions, mais qui a fait un travail fantastique d'acculturation et des services et des élus pour que le travail du Conseil de développement soit effectivement pris en compte. Merci. Un mot de fin. Alors, le mot de la fin. Sur justement cette... Non, mais je reprends l'idée qui avait été avancée qu'on n'est pas à l'abri, nous, société civile organisée, du désamour, entre guillemets, de la chose publique et de la distance vis-à-vis des citoyens. Et je pense qu'au niveau du CESE, on en est pleinement conscient. Et bon, je ne reviens pas sur les initiatives qu'on fait en termes de participation citoyenne qui ont été développées ce matin, mais je prends deux idées qu'on a mis en œuvre récemment et qui, je pense, enfin une qui était mise en œuvre et une peut-être potentiellement demain. La première, dans un avis que j'ai rapporté au mois de décembre dernier, je crois que c'est la première fois, les organisations du CESE se sont fait des préconisations à elles-mêmes. C'était sur la démocratie à l'intérieur des organisations et je pense que c'est un point important. Ça ne va pas être tout le temps, les autres n'ont qu'à faire. Non, nous aussi, on peut regarder un peu comment on fonctionne et ce qu'on peut apporter. Le deuxième, c'est sur l'idée d'aller vers. C'est-à-dire que quand on fait des préconisations, bien entendu, on peut attendre l'arme au pied que les gouvernements les mettent en œuvre. On peut aussi être en capacité, peut-être, d'agir pour qu'elles se mettent en place. Et donc l'idée qu'on a un petit peu en tête avec Sébastien, qui est là dans la salle, qui travaille en ce moment sur un avis sur les mobilités, c'est que
au-delà de notre avis que nous allons déposer, il y a peut-être à chercher une expérimentation sur les territoires sur laquelle le CESE est prêt à mettre un petit peu la main à la pâte aussi. Et donc c'est en quelque sorte un appel que je fais devant, je pense, un public qui pourrait répondre, pour faire que cette idée que nous avons, que c'est bien sur les territoires que se construisent des réponses adaptées aux questions que se posent les citoyens, eh bien on puisse mettre en place une expérimentation. Ce qu'on a vu sur l'Observatoire des territoires me paraît être un outil qu'on pourrait peut-être utilement développer dans ce cadre-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, le sujet est vaste. Je me doute qu'il y a beaucoup de réactions, mais on ne va pas pouvoir en prendre trop non plus. Pour une histoire de timing, c'est qu'il y a une intervention de notre grand témoin, Dominique Rousseau, qui va poursuivre pour cette dernière partie de la journée notre réflexion. Alors, s'il y a 2-3 questions, par contre, je les prends bien sûr. N'hésitez pas à lever la main. Réaction, expérience menée vous-même ou interrogation plus précise sur des choses qui n'auraient pas été assez claires. Oui, bonjour, Patrice Dormel, CODEV de Rennes Métropole. Dans les textes de loi, on parle de 2 modalités d'association. Enfin, disons, si je reprends le texte, c'est ce qu'il est dit, il y a un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Alors, bien sûr, là, on est dans un rendez-vous où on parle CODEV et Césaire, mais vu que vous êtes Grand Angoulême, comment vous associez ce deuxième volet de l'article de loi? Alors, je suis désolée, mais oui, on entend très mal. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous lever pour... Oui. Oui, c'est que le texte de loi fait référence à 2 modalités, je ne vais pas dire association, d'organisation de la participation démocratique sur les territoires. À la fois les CODEV et une autre dans le texte, on dit aussi, et d'association de la population. Oui. Association de la population. Oui. Alors, on n'a pas du tout parlé de ce volet-là. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu des interventions qui laissaient supposer justement qu'il n'y avait pas que les CODEV au sein de ces modalités. Je partage complètement. Il n'y a pas que les CODEV. J'adore mon conseil de développement de Grand Angoulême, mais il n'est pas le seul acteur du dialogue de proximité sur un mandat, et fort heureusement. Donc oui, le travail là, de ces dernières années qui a pris auprès des élus, qui a pris auprès des techniciens, ça permet aujourd'hui aux techniciens, et comme vous disiez, j'en suis quelque part la garante avec cette délégation, c'est que pour tous les projets, que les techniciens n'aient pas à s'appuyer sur le Conseil de développement pour faire de la participation citoyenne. C'est rentrer comme la méthode projet, voilà, on a une méthode projet de techniciens, technocrates. Et bien dans cette méthode projet, on insère la participation citoyenne. Donc il y a eu des formations internes à ce qu'est la participation citoyenne, parce que lorsqu'on est fonctionnaire, et je suis bien placée pour le savoir, on ne l'apprend pas, ça, à travailler avec le citoyen. On apprend la réglementation, on apprend le comment faire, mais on n'apprend pas à travailler avec le citoyen. Et plus on est dans des échelons de collectivité importants, et encore moins c'est simple de travailler en proximité. Donc oui, et il y a d'autres modalités qui sont mises en œuvre pour faire de la participation citoyenne sur l'agglomération, et heureusement. Alors, non seulement on n'est pas les seuls, mais on ne prétend pas l'être. C'est-à-dire que dans la construction de nos avis, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'organiser des rencontres citoyennes territoriales, où on élargit largement la composition des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et puis on va à l'écoute. On fait des opérations porteurs de parole, on rencontre des alter-ego dans différents domaines. Voilà. Et ils sont nombreux, heureusement. Il y a une vitalité des territoires. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos 4 intervenants